coach juriste dans ce premier épisode du podcast Mam Jigéen. Bonjour à tous, salam alaikum. Merci beaucoup Mariam pour l'invitation, je suis très honoré et je voudrais vraiment vous témoigner toute ma gratitude. Je me nomme Ousseynou Mbaye, je suis juriste de formation spécialisé en droits humains et éducation à la citoyenneté. Je suis le fondateur, le manager général du cabinet Keba Consulting, ancien président du réseau des alumni du Sénégal et de Dakar, qui est une initiative de l'ancien président Barack Obama et qui vise véritablement à renforcer les capacités des jeunes leaders africains. Je veux bien sûr parler du programme IGALI. Je suis également jeune engagé dans ma communauté et on m'appelle également Colibri. J'aime faire ma part, en quelque sorte. Merci beaucoup, très intéressant. Donc, vous avez vraiment une expérience très variée, très large. Qu'est-ce qui vous a motivé, enfant, à vous orienter déjà vers les sciences juridiques? Et d'où vous vient votre intérêt pour la citoyenneté et le leadership? Alors, merci pour cette pertinente question. En réalité, je viens d'une famille de juristes. Mon grand frère est un enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est lui qui m'a en quelque sorte fait aimer le droit. J'ai une grande sœur qui a fait également des études en droit et qui est aujourd'hui avocate. Je lui ai taire son nom puisqu'elle est très connue. Et en réalité, c'est plus mon grand frère que j'admire beaucoup qui m'a poussé en fait à aimer le droit. Et j'aime également tout ce qui est droit, qui dit droit, dit éthique. Et quand je parle d'éthique, mes pensées m'orientent vers le grand juge Keba Mbaye, qui a œuvré durant toute sa vie pour le bien, pour le vrai. Et le nom de mon cabinet, en fait, voilà, c'est un hommage à ce grand homme qui a tout donné à son pays. Très bien. Pourriez-vous nous revenir sur ce qui vous a le plus marqué sur le legs du président Keba Mbaye? Merci beaucoup, Mariama, pour cette pertinente question. J'ai retenu de l'homme une seule chose. Cette chose, elle est simple, c'est l'éthique. Et la dernière conférence, je pense, qu'il a eu à animer en 2005, c'était sur cette thématique-là, l'éthique, aujourd'hui. C'est un homme, en réalité, qui, durant toute sa vie, a œuvré pour le bien. Malgré son parcours, il a refusé de toujours dire oui à tout. Et donc, il a été, disons, en phase avec les principes, les valeurs qui ont, durant toute sa vie, guidé ses pas. Et donc, si aujourd'hui, je m'inspire de cet homme, c'est parce que tout simplement, en le suivant, je suis convaincu, je peux vous dire sans me tromper, que je ne le regretterai pas. Et je pourrais être utile à ma communauté en tant que tel. Donc, vous parlez en fait de leadership, vous parlez beaucoup d'utilité sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire, c'est quoi qui explique votre attachement à votre pays? Et je vois même l'un de vos programmes où c'est marqué Diamba Bootcamp. Pourquoi Diambar? Parce que Diambar a quand même une signification au Sénégal. Donc, est-ce que vous pouvez nous développer un peu plus le message, en tout cas, que vous voulez donner à ces jeunes, que vous encadrez, que vous formez? Alors, le message que je veux lancer à travers les différentes initiatives que je mène, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont une part importante à apporter afin que ce pays puisse véritablement aller de l'avant. Et cette part, elle est simple. Il faut que chacun d'entre nous s'engage. C'est simple de s'asseoir sur son tapis de prière et d'attendre que le bon Dieu débarque du ciel. Mais quand on est conscient de la mission de sa vie, d'où par-delà, c'est-à-dire je me suis posé, je me suis demandé, mais pourquoi Dieu m'a fait descendre sur terre? Est-ce que c'est pour avoir un boulot? Est-ce que c'est pour avoir simplement une femme, des enfants, une belle voiture, une belle maison? Ou il y a des objectifs beaucoup plus grands que ça, beaucoup plus importants? Et donc, je me suis rendu compte que je dois m'engager pour ma communauté et que ma vie doit être utile à l'humanité. C'est vrai, nous recherchons tous le bonheur, nous souhaitons tous réussir dans cette vie. Mais si moi je réussis et que les autres ne réussissent pas, si moi je parviens à m'épanouir alors que dans mon entourage les gens ne s'épanouissent pas, ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle j'essaie de montrer aux jeunes qu'ils doivent s'engager, mais tout en développant un certain nombre de compétences
on n'a pas les compétences qu'il faut, si on n'a pas les aptitudes, les connaissances, il nous sera très difficile voilà, d'être utile à notre communauté. Vous avez parlé de Djambar. Cette vie ici-bas est une vie de lutte. Je parle mal l'anglais. On dit souvent que the life is struggle. Les Anglais disent the life is struggle. La vie, c'est un combat. Cette vie ici-bas est une vie de lutte. Et c'est pourquoi j'aime tout le temps utiliser ces concepts Djambar, persévérance, ne jamais abandonner, ne jamais se lamenter, toujours croire en ses rêves et savoir que tout est possible dans la vie si on se donne les moyens. Très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment il y a eu ce déclic en vous et que vous avez réalisé que vous n'étiez peut-être pas fait pour une carrière de juriste ordinaire, entre guillemets? À quel moment vous avez eu envie, en tout cas, d'emprunter ce sacerdoce, cette voie-là, et de vous dédier aux autres? Alors, je pourrais dire, sans me tromper, que c'est à l'université que j'ai compris pas mal de choses sur la vie. En tant que jeune, j'ai été confronté aux mêmes problèmes que ce que les jeunes en fait aujourd'hui sont en train d'endurer en tant que tels. J'ai eu à, disons, faire face à pas mal d'obstacles. J'ai été également victime d'injustice. Et au lieu de me lamenter ou bien de penser qu'il n'y avait pas de solution pour m'en sortir, je me suis rendu compte que je suis plus grand que, en réalité, tous ces problèmes auxquels j'ai eu à faire face. Et c'est comme ça que l'idée de contribuer au développement de l'humain, l'idée de contribuer à la réalisation de la personne humaine m'a traversé l'esprit. J'ai souffert en quelque sorte. J'avais du mal, disons, à avoir une parfaite maîtrise de ma personne. Il m'arrivait souvent, disons, de tomber dans des délais émotionnels et de faire des choses peut-être que je n'appréciais pas du tout. Il m'arrivait aussi de tomber dans la dépression comme tout le monde, on ne veut pas en parler, mais des fois quand on est trop stressé, quand on fait face à des échecs, si on n'est pas très fort mentalement, on risque de vraiment tomber dans la dépression et ça m'est arrivé. Il fut un temps où, disons, je n'avais plus confiance en la vie, je n'avais plus confiance en moi-même parce qu'au regard de mon parcours, au regard des problèmes auxquels j'ai eu à faire face, ça a créé en quelque sorte, disons, beaucoup de limites à moi-même. Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas, disons, cette possibilité à pouvoir me renseigner ou bien à pouvoir m'inspirer de personnes qui pourraient me permettre de pouvoir trouver des solutions à mes problèmes. Fort heureusement, il y a une voix à l'intérieur, à l'époque, qui m'a dit, Ousseynou, ces épreuves que tu es en train de subir, en réalité, c'est pour que tu puisses comprendre réellement le sens de la vie et que tu puisses surtout comprendre que ta vie ne sera utile que si véritablement tu penses également aux autres. Et donc c'est comme ça que tout a commencé. J'ai ainsi aimé, disons, tout ce qui est développement personnel. Je me suis documenté, j'ai regardé des vidéos, j'ai participé à des dizaines de formations, à des conférences, etc. etc. Et j'ai eu la chance de faire une certification en développement personnel et professionnel. Donc tout ce que je vis ou bien tout ce que je partage, c'est des choses que j'ai vécues. Et donc je suis autorisé, une fois autorisé à en parler parce que tout simplement, à travers des astuces très simples, des techniques très simples, je parviens véritablement aujourd'hui à au moins être utile aux personnes qui viennent vers moi et qui sont confrontées aux mêmes problèmes auxquels j'ai été confronté quand j'étais à l'université. Bien. Avec du recul, en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de jeunes dans notre société sénégalaise qui se sentent laissés pour compte, qui se sentent incompris, qui se sentent abandonnés? Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup? Et d'après vous, d'après votre analyse, d'après votre propre expérience, quelles en sont les raisons en fait de ce mal-être? Alors on sent que la jeunesse, les jeunes de façon générale,
n'ont pas vraiment le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir trouver le bon chemin, la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire qu'ils sont en perte de repère, mais si les jeunes sont en perte de repère, s'ils ne savent pas ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, comme le disait Castoriadis, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas des références qui sont capables, qui sont à même de pouvoir, disons, constituer des sources d'inspiration, c'est-à-dire une lumière pour ces jeunes-là en tant que tels. Nous avons besoin d'être dans la vie, d'être accompagnés, d'être orientés, d'être aiguillonnés. Si l'humain est laissé à lui seul, il lui sera très difficile de pouvoir s'en sortir dans cette vie qui est très très difficile. Et comme nous vivons dans une communauté qui est assez particulière, on n'est pas dans une société où les gens doivent vivre de façon individuelle. Comme le disait Nelson Mandela, je suis parce que vous êtes parce que je suis. Donc il faut qu'on essaie véritablement d'apporter le soutien dont ces jeunes ont besoin pour pouvoir se réaliser dans cette vie-là. Il ne faut pas toujours mettre le curseur sur ce qui ne va pas en pensant que voilà, ils sont indisciplinés, etc. Je suis un jeune, je suis confronté au même problème. Peut-être il fut un temps où je les insultais, il fut un temps où je me permettais, disons, de parler mal à propos à personne, de personnes respectables. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je peux vous dire que voilà, je ne me permettrai pas de ternir l'image de mon prochain. Je ne me permettrai pas d'insulter parce que tout simplement, je sais que ce n'est pas bien, ce n'est pas beau. Donc, ils ont besoin en fait de soutien. Et heureusement qu'il y a des gens formidables, des personnes qui, au-delà de leur mérite, essaient vraiment d'être utiles pour les autres. Et quand je vois un tel programme, un tel projet, Mam Jigé, ça signifie beaucoup de choses. Vous savez, la femme, c'est la vie. Dieu n'a pas confié à l'homme de mettre au monde un enfant. Il n'y a que la femme qui est capable de mettre au monde un président, un ministre, un marabout. L'homme en est incapable, bien vrai que l'homme également joue également un rôle prépondérant dans dans ce processus-là. C'est une façon de vous dire que le fait pour les jeunes de s'inspirer ou d'être accompagnés dans le cadre de ce projet-là, c'est à saluer parce que ça va leur permettre de comprendre qu'ils ont un rôle très très important à jouer et que la solution ne va pas venir des autres. Moi j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas penser que c'est à l'État de tout faire. Chacun dans cette vie est responsable de sa vie, mais nous avons besoin en fait de repères et je pense que ce projet-là, Mam Jigéen Mam, veut dire tout, la grand-mère, on sait tous que voilà, elle aime choyer ses neveux, ses nièces, disons, les enfants. Et donc, ces jeunes-là également ont besoin d'être choyés dans la bonne direction, d'être orientés, d'être, disons, bien formés. Est-ce que vous pensez justement que la jeunesse d'aujourd'hui souffre en fait des distances avec justement les repères culturels, avec leur identité culturelle? Est-ce que, au-delà en fait des aspects d'insertion professionnelle, de cherté de la vie, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, c'est juste des jeunes qui sont seuls, qui se sentent seuls, peut-être qui ont peu d'amis ou peu de bons amis qui vraiment les motivent? Est-ce que le rôle en fait des grands-mères telles qu'on a pu les connaître ne s'est pas un peu perdu en fait? Et est-ce que vous avez des souvenirs en fait? Est-ce que vous avez connu votre grand-mère ou vos grands-mères? Et quel est le souvenir que vous en gardez? Quelles étaient la nature en fait des rapports que vous aviez avec elles? Alors, la question est très pertinente. Je ne sais pas si la réponse de cela. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la chance de vivre avec une de mes grand-mères, Fatou Sall, que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Et ce que j'ai appris de cette grande dame, c'est vraiment la solidarité, le partage. C'est également une certaine, disons, envie de
protéger les plus vulnérables, puisque durant toute sa vie, elle n'a fait que ça. Donc elle a été en quelque sorte une protectrice pour sa famille. Donc le fait d'avoir vécu avec ma grand-mère, d'avoir, disons, connu mon grand-père, ça m'a aussi permis de pouvoir, disons, apprendre pas mal de choses de la vie. Malheureusement, il y a des jeunes qui n'ont pas cette chance-là. Ou même s'ils ont la chance de vivre avec leur grand-mère, leur grand-père, ils n'ont plus le temps aujourd'hui de s'asseoir, disons, autour de l'arbre pour discuter, échanger avec leurs grands-parents, leurs grand-mères sur la vie, etc. Vous savez, dans l'Afrique traditionnelle, l'enfant occupait une place prépondérante. La femme également occupait une place très, très importante. Et c'était à la femme de vraiment, disons, prendre en charge l'éducation de l'enfant. Et dans cette ambiance, l'enfant trouvait des repères, parvenait à acquérir des qualités, des valeurs qui, voilà, peuvent lui permettre de pouvoir s'épanouir dans la vie, être utile à sa communauté. Et ça, c'est très important. Vous parcourez la chante de Kouroukan Fouga, qui date du XIIe siècle. Vous allez vous rendre compte qu'il y a, disons, une disposition très importante, comme quoi que l'éducation des enfants appartient à toute la société, toute la communauté, tout le monde doit s'impliquer. C'est une façon de vous dire que l'éducation des enfants n'incombe pas seulement aux grand-mères, aux grands-pères, n'incombe pas seulement aux parents, mais à toute la communauté. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit se considérer comme un grand-père, une grand-mère pour les enfants de la communauté, de la société, parce que ce sont nos enfants. Mais avec les technologies de l'information et de la communication, le constat, malheureusement, il est négatif. Aujourd'hui, il n'y a plus cette, disons, il n'y a plus de communion, il n'y a plus de communication. Les enfants n'entrent plus, parce que quand on parle de communication, qui vient de communiquer du latin, communiquer, entrer en relation avec l'autre, il n'y a plus en fait ce lien d'entente, cette communion qui permettait avant de pouvoir, disons, donner à l'enfant les aptitudes, les outils dont il a besoin pour pouvoir vivre utilement. Et merci beaucoup, c'est très intéressant ce que vous dites. Et que pensez-vous en fait du caractère ostentatoire de la société sénégalaise qu'on vit, où on a l'impression que pour faire le bien, il faut qu'il y ait la présence de certaines personnes, il faut qu'on le fasse au vu et au su de tout le monde. Là où vous le dites, les grands-parents, les grands-mères notamment, et même les grands-pères, avant ils savaient lequel de leurs enfants avait le plus de difficultés. Et c'est vraiment dans la discrétion qu'ils faisaient en sorte que cette personne-là ne ressente pas de différence, pour justement nourrir l'amour fraternel entre frères et sœurs. Mais on a l'impression que maintenant, c'est les propres parents qui divisent leurs propres enfants. C'est eux qui disent qui des amal na ma njëriñ, qui des moom musuma rusumoo sigil na ma fajal na ma samay gàcce xamal. Et quelque part, ils sont en train de miner le moral de peut-être le plus jeune, peut-être qu'il n'est pas moins capable, mais comme vous l'avez dit, parfois c'est un problème de patience, parfois c'est un problème d'encadrement. Si aujourd'hui vous avez 35 ans, que vous réussissez bien, mais peut-être que dans 2 ans vous pouvez faire un accident, ton père, vous pouvez perdre votre emploi, alors que cette personne-là qui travaille chez elle, peut-être sur un projet personnel, peut-être qu'elle va mettre 10 ans pour mûrir son projet, mais peut-être que demain elle sera celle qui tiendra toute la famille en fait. Donc est-ce qu'il n'y a pas un message aussi à lancer aux mamans qui quelque part sont trop dans le défenté, sont trop dans la paranoïa du des nulis. Des fois en fait les papas ils instituent des règles dans leur maison. Ils disent je ne veux pas de ça, je veux que mes enfants ne partent pas ici, je veux qu'à telle heure ils soient couchés. Mais des fois les mamans aussi, j'ai l'impression qu'en voulant trop protéger leur image, des fois elles taisent certains comportements de leurs enfants. Alors qu'en parler au papa, prendre des décisions, régler ça avant que ça ne prenne une autre dimension aurait été plus simple. Est-ce que vous pensez
pensez pas qu'il y a un déficit de communication dans les couples, un déficit de bienveillance dans les maisons, et que c'est ces rapports-là conflictuels qui font que les cousins ne sont plus les meilleurs amis, les frères et sœurs ne sont plus des confidents, les sœurs sont devenues des rivales. Et est-ce qu'aujourd'hui, notre société n'est pas divisée par ça, sans parler bien sûr de toute la place que prennent les réseaux sociaux dans le temps et dans la concentration des jeunes par rapport à leurs études, par rapport à leurs pratiques religieuses. Quelle est votre analyse de cette situation? Alors, en fait, la société est aujourd'hui carrément défigurée, si je peux l'appeler comme ça, et ça se répercute sur la famille. La bienveillance dont vous parlez, aujourd'hui, on sent qu'il n'y a plus de communication entre femmes, entre mari et, disons, dans le couple, il n'y a plus de communication en quelque sorte. Et qui aime bien, en fait, châtie bien. Si aujourd'hui, la maman, parce qu'elle veut protéger son enfant, ne dit pas en fait la vérité ou toute la vérité à son mari, demain, ça pourrait se répercuter sur l'éducation de l'enfant, sur même l'avenir de l'enfant, puisque si vous ne donnez pas à votre enfant l'éducation qu'il faut, mais si demain il se trouve confronté à des problèmes, mais il ne faut pas s'étonner en réalité qu'il en soit ainsi, parce que tout simplement, vous avez laissé faire, vous n'avez pas su véritablement poser en fait les questions essentielles, vous n'avez pas su échanger sur les priorités avec ceux qui sont concernés par ces priorités, et malheureusement ça se répercute donc sur l'avenir, disons sur l'enfant en tant que tel. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est essayer de nous écarter un tout petit peu des technologies de l'information et de la communication. Si les gens ne communiquent plus, c'est parce que à côté, il y a un concurrent ou une concurrente, la technologie, qui fait que les familles aujourd'hui sont en panne, l'école, la société, en fait les lieux de socialisation même sont en panne. Parce que si ces lieux de socialisation ne jouent pas le rôle, dans la famille également, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait en fait, l'environnement adéquat pour en permettre vraiment d'asseoir une certaine légitimité pouvant permettre aux enfants de comprendre qu'ils doivent suivre un certain nombre de règles, un certain nombre de principes pour demain espérer vivre dans des conditions meilleures. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, elle est tellement pertinente. Le développement que vous avez eu à faire est tellement intéressant, à tel point que même dans mon analyse, j'ai du mal à, disons, bien cerner les éléments de réponse que je dois vous apporter. Mais dans la question même, moi, je me rends compte que les éléments de réponse y figurent. Vous avez en fait, en quelque sorte, tout dit. Donc, mon propos, c'est de faire comprendre, disons, à l'attention des belles âmes qui nous écoutent, que la communication elle est primordiale, qu'éduquer un enfant, ce n'est pas en réalité, disons, taire la vérité, ce n'est pas choyer l'enfant à tel point qu'on ferme les yeux sur ce qui ne va pas. Il est important vraiment de créer un environnement sincère, un environnement propice qui puisse permettre à l'enfant de vraiment profiter au maximum de la présence de ses parents. Et donc la responsabilité incombe d'abord aux parents. Il y a Rousseau qui disait, si vous me le permettez, c'est-à-dire un père, quand il engendre et met au monde des enfants, ne fait en cela que le tiers de sa tâche. Il doit des hommes à la société, il doit des hommes sociaux à sa communauté, il doit des citoyens à l'État. Tout homme qui peut payer cette triple dette est homme avec grande tâche, les femmes font partie de ce grande tâche-là. Tout homme qui peut payer cette triple dette et ne la fait pas est coupable, et plus coupable encore quand il la paye à lui. Celui qui ne peut remplir les devoirs d'un père n'a point le droit de le devenir. Vous voyez, c'est une lourde responsabilité. Être parent, c'est une grande responsabilité. Absolument.